Bonjour à tous, merci de votre présence. On va attendre quelques minutes histoire de pouvoir laisser tout le monde arriver. Et d'ici 2-3 petites minutes, comme ça on démarrera ce webinaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Ça continue d'arriver, donc on va laisser les gens se connecter. Bonjour. 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 Bonjour à tous et à toutes. Donc, les gens continuent d'arriver, je vois la jauge qui monte, donc on va attendre encore quelques instants. Bonjour. 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 Plus personne. Je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est que quand je veux parler, je fais ça. Ça doit être ça. Bonjour Marie-France, on vous entend déjà, donc si vous voulez activer votre micro ou le désactiver, il y aura un temps pour les questions à la fin, pas de souci. Merci. Allez, je vous propose qu'on démarre. Je vois le compteur qui se stabilise un petit peu. Les personnes qui arrivent nous rejoindront du coup en cours de route. Hop là. Donc, normalement, tout le monde a son micro désactivé pour la présentation. Et je vous demanderai surtout de garder toutes vos questions. Donc, soit vous pouvez les poser dans le chat au cours de la présentation, ou alors les garder en fait pour la fin de la présentation. Il y aura un temps qui sera réservé pour pouvoir poser et répondre à vos questions. On voit bien ton écran, Bernard, c'est bon. Ok, eh bien alors c'est parti, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par les Chauds de Saint-Astier qui portera sur le béton de chanvre. Au cours de cette présentation, l'objectif est de vous faire découvrir et de vous en apprendre un petit peu plus sur ce matériau, de quoi il est composé, dans quel cadre est-ce qu'on peut construire avec le béton de chanvre et quels sont ses principaux avantages techniques. La présentation durera une trentaine de minutes et à la fin de cette présentation, un temps sera réservé pour répondre à toutes vos questions. Donc tout d'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de personnes que je connaissais parmi vous, donc ça fait toujours plaisir. Donc moi, je suis le docteur Bernard Salès.
Je suis responsable développement technique écomatériaux. Donc, je travaille pour les Chaudes Saint-Astier depuis un petit peu plus de 2 ans, mais j'ai une dizaine d'années d'expérience du coup dans les matériaux de construction et plus spécifiquement dans les matériaux bas carbone pour réduire en tout cas l'empreinte carbone du bâtiment. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous parler du béton de chanvre. Alors, comment va s'articuler cette présentation? Ça va vraiment être en 3 parties, un quoi, comment, pourquoi. Tout d'abord, je vais vous présenter de quoi est constitué le béton de chanvre, quels sont les matériaux en fait, qui le composent. Ensuite, on traitera du cadre réglementaire, donc vraiment à savoir comment est-ce qu'on peut construire avec ce matériau et comment le mettre en œuvre. Enfin, on abordera son comportement thermique, hydrique, mais de façon plus générale aussi, ses principales qualités en fait, lorsqu'il est mis en œuvre. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est ce matériau? Alors le matériau, en fait, béton de chanvre est constitué de 2 éléments, du chanvre et de la chaux. Et on va commencer par parler du chanvre, qui le compose en grande majorité, avec une approche, somme toute, très simple en fait, et très logique. On va partir du champ, là où pousse la plante, pour arriver en fait, jusqu'aux applications chantier. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la plante qui compose le béton de chanvre? Le béton de chanvre est composé de chanvre, de Cannabis sativa L, donc, qui est une plante originaire d'Asie, qui est vraiment une très grande plante qui peut atteindre 4 mètres de haut dans les champs. C'est vraiment une plante à croissance très rapide, donc qui va pouvoir aussi stocker beaucoup de carbone durant cette croissance très rapide. Il faut savoir que si on parle aujourd'hui quand même de chanvre, c'est une plante qui historiquement est là depuis très longtemps et a vraiment constitué un atout industriel et économique, notamment pour la France, mais plus généralement quand même dans le monde, notamment en France jusque dans les années 30, où à partir de cette plante, on pouvait vraiment, tout ce qui était linge de maison, l'habillement, également les voiles marines, tout ce qui était cordes était fait à partir de cette plante et d'autres applications également avec l'huile pour la pharmacopée. C'est vraiment une plante qui est connue depuis très longtemps et également utilisée dans de nombreuses applications. C'est une plante qu'on est un petit peu en train de redécouvrir pour ses nombreux atouts. Et c'est vraiment ce qui fait les qualités en fait, de cette plante aujourd'hui, c'est vraiment qu'on est en train de redécouvrir toutes ses propriétés. D'un point de vue agricole, c'est le premier avantage qu'on peut trouver au niveau de cette plante, c'est qu'elle va nécessiter très peu d'eau, donc il n'y a pas besoin d'arrosage supplémentaire, d'irrigation dans les champs. Donc c'est vrai qu'il y a des problématiques dans de nombreux secteurs pour justement tout ce qui est arrosage intensif au niveau agricole. Là, ce n'est pas du tout une plante qui nécessitera en fait d'être arrosée, et également pas de produits en fait phytosanitaires pour sa croissance, puisque le champ en fait dès qu'il va lever, il y a une pousse qui est tellement dense qui va empêcher en fait le développement de mauvaises herbes. C'est une plante également qui va améliorer la qualité du sol. Elle va s'inscrire dans une rotation de culture d'un point de vue agricole. Et par exemple, si on vient planter du blé à la suite d'une culture de chanvre, la production de blé va s'en trouver améliorée de 10%, donc des pourcentages non négligeables, de par la qualité en fait, des racines pivotantes qui vont vraiment améliorer en fait, la qualité du sol pour les cultures suivantes. À partir de chanvre, donc vous voyez en fait la tige de chanvre sur votre gauche, qui représentait la plante de la tige de chanvre. Donc nous avons une tige en fait qui, une fois qu'on aura enlevé la partie extérieure, donc les fibres qui vont plutôt servir pour l'industrie textile, pour la plasturgie et également pour l'isolation en tant que telle, on va récupérer le cœur, en fait, le bois, la partie dure en fait, de la tige, qui s'appelle chènevote, en fait, qui va constituer l'intérieur de cette tige, qu'on va pouvoir venir broyer, fragmenter, pour en faire un granulat, une sorte de copeaux de chanvre, qui va pouvoir être utilisé, donc principalement comme agrégat pour le bâtiment, mais également comme litière animale ou horticole.
Dans le cadre de cette présentation et pour ce qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir les matériaux de construction, on va regarder donc le label Granulat Chanvre Bâtiment qui va garantir de nombreux éléments intéressants pour la construction, à savoir la masse du matériau, sa granulométrie, le taux de poussière, le taux d'humidité, son origine, et qui permet après de l'utiliser sur chantier. Alors juste une photo en fait du coup en microscopie électronique d'une coupe en fait dans un plant en fait végétal. Donc les plus aguerris ont reconnu qu'il ne s'agit pas d'une plante de chanvre mais de lin. Mais le lin est aussi une plante à croissance très rapide et a une structuration de son réseau poreux similaire qui permet bien d'expliquer en fait la distribution. On voit bien les différentes tailles en fait de cellules qui vont composer en fait la tige de chanvre. Et en fait c'est vraiment ces différentes tailles en fait de pores en fait qui constituent la tige qui vont après conférer au matériau ces excellentes propriétés en fait en termes d'isolation et d'échange hydrique pour tout ce qui concerne la vapeur d'eau. Donc vraiment, c'est la structuration en tant que telle de la plante qui va conférer le principal avantage au béton de chanvre une fois le matériau formé. Une fois qu'on a obtenu du coup cette tige de chanvre fragmentée et donc ce granulat en fait de chêne vote, on obtient du coup un matériau qui peut être utilisé sur le chantier pour faire des applications, donc que ce soit du béton de chanvre, des enduits. Généralement, il va être conditionné dans des sacs étanches de 20 kg que vous pourrez trouver en fait sur le marché. Et un des principaux avantages, c'est vraiment ce puits de carbone avéré, en fait, donc équivalent à 15 tonnes de CO2 absorbées par hectare de chanvre cultivée par an. Et c'est vraiment la dernière notion qui est très importante parce que l'équivalent, ce serait de dire qu'un hectare de forêt est capable de stocker à peu près la même quantité de CO2, mais il va falloir 20 à 30 ans pour que la forêt qui s'est développée ait stocké autant de carbone. Dans le cas du chanvre, c'est tous les ans que ces hectares vont stocker ces 15 tonnes de CO2 durant la croissance de la plante, puisqu'elle va, pour pousser, utiliser le CO2 de l'atmosphère pour constituer les briques qui la composent, donc le carbone en fait des parois que l'on va retrouver après stocké sous forme d'isolant dans les maisons. Alors on vient de voir un petit peu le chanvre, donc la plante, on est parti du champ pour arriver jusqu'à ce granulat. On va suivre le cheminement similaire avec le deuxième constituant du béton de chanvre, à savoir la chaux. La chaux, ça ne pousse pas dans les champs, là ça vient du sous-sol, dans notre cas, pour arriver jusqu'aux solutions donc, qui vont permettre de constituer le béton de chanvre. Donc, si on part du sous-sol, à Saint-Astier, le sous-sol est constitué de calcaire. On va venir du coup prélever ce calcaire, le broyer, le cuire, donc pour obtenir de la chaux, qu'il va falloir du coup ensuite suivre dans le processus de maturation, donc un processus d'extinction, pour ensuite rebroyer en fait le produit fini afin d'obtenir une chaux hydraulique naturelle qui va constituer le composant principal des chaux que vous allez pouvoir retrouver formulés sur le marché pour faire les bétons de chanvre. Et donc c'est bien vraiment un calcaire pur duquel on est parti pour obtenir notre produit fini. À partir de cette chaux hydraulique naturelle qu'on peut utiliser en tant que telle pour de nombreuses applications dans le bâtiment et en restauration du bâti ancien, on va retrouver des produits formulés qui ont été spécialement étudiés pour avoir une bonne interaction avec le granulat chanvre et pouvoir réaliser des bétons de chanvre de façon, on va dire, la plus simple possible sur chantier afin d'avoir une hydratation, un durcissement suffisant pour réaliser les différentes applications en termes d'isolation et respecter certaines cadences en termes de construction au niveau bâtiment. Donc là, c'est vraiment les trois produits principaux que vous pourrez retrouver sur le marché. Donc le Bâti-Chanvre Plus, le Bâti-Chanvre Isole Plus et le Bâti-Chanvre Blanc tout support, plutôt pour les dédiés au support plat très chaud pour le bassin parisien principalement.
Donc, on prend notre liant, constitué de chaux, auquel on vient mélanger le granulat de chanvre, la chènevotte qu'on a vu précédemment. On y ajoute de l'eau, et à partir de ces trois éléments, on obtient un béton de chanvre ou un enduit de chanvre en fonction du dosage qui aura été fait en liant et par rapport à l'application visée. Le béton de chanvre va plutôt être appliqué en épaisseur afin de constituer vraiment le principal isolant de l'habitation ou pour un doublage d'une maison, par exemple, en rénovation. Un enduit sera appliqué en plus fine épaisseur, jusqu'à 8 cm, pour faire une correction thermique ou alors pour un aspect esthétique, pour terminer un béton de chanvre, par exemple. Donc, c'est vraiment juste le dosage et le type d'application et d'épaisseur qui va faire la différence entre une appellation béton de chanvre et enduit de chanvre. Donc, je rappelle, en pratique sur chantier, on a l'habitude de dire, c'est un dosage béton, on sera à 2 sacs de chaux pour un ballot en fait, de chènevotte. Et pour un dosage enduit, on est sur un dosage donc, de 4 sacs de chaux pour un ballot de chènevotte, donc deux fois plus dosé. Donc, on vient de voir comment est-ce qu'on partait des matières premières pour arriver à ce matériau béton de chanvre. Maintenant, on va voir dans quel cadre réglementaire cette construction peut s'inscrire et aussi comment le mettre en œuvre après sur chantier. En ce qui concerne la structuration de la filière, il y a l'association Construire en Chanvre, qui est une association nationale qui va agir pour sécuriser l'acte de construire à partir de chanvre et également qui est rédacteur des règles professionnelles de la construction chanvre. Pour les plus aguerris et à cette pratique-là et à ces applications, il y a une nouvelle version, et vous le savez, des règles des règles professionnelles qui est parue en l'été dernier, en juillet 2024, et qui a permis d'agrandir les domaines d'application pour tout ce qui est mur en béton de chanvre, et qui a également restreint certains usages dans le cadre d'une utilisation en domaine courant traditionnel, en technique courante. Si on regarde les différentes applications, donc nous avons les applications murs, donc qui sont dans le domaine traditionnel en technique courante, et les autres applications qui ne sont plus des techniques courantes au sens de la révision des règles pro, pour certaines qui reviendront dans les nouvelles versions qui doivent sortir prochainement, et pour d'autres, par contre, pour l'application sol, ça restera en technique non courante. Alors, on parle de technique courante, technique non courante. C'est toujours bien de pouvoir reposer un petit peu dans le domaine de la construction, qu'est-ce qu'il est possible de faire et surtout, qu'est-ce qui va faciliter l'assurabilité après des chantiers et des artisans qui le mettent en œuvre. Donc, c'est un diagramme en fait de la commission de la commission prévention produits, donc la C2P, qui va définir en fait d'un côté le domaine traditionnel avec les techniques courantes et de l'autre le domaine non traditionnel avec les techniques non courantes. Donc, le plus simple, c'est vraiment être tout ce qui est encadré par les normes et les DTU, mais également par les règles professionnelles qui sont parfaitement reconnues par la C2P et toutes les assurances en France et permettent en fait de construire de façon totalement transparente par rapport à une norme sur les chantiers en respectant bien sûr les règles professionnelles. Donc, les bétons de chanvre, pour tout ce qui est des parois verticales, sont couverts par des règles professionnelles et permettent de construire donc, différentes typologies de bâtiments, à savoir en suivant la norme, du coup, le DTU 31.2, pour tout ce qui est maison à ossature bois, on peut construire du coup des maisons en R+1 plus comble, donc un rez-de-chaussée, un étage et des combles. On peut également construire des façades ossature bois, donc sur une structure existante qui peut être en béton, en métal ou en bois, selon le DTU 31.4 pour les façades ossature bois jusqu'à 28 mètres de haut. Donc là, c'était vraiment une grosse avancée permise par la révision des règles pro. Et on peut également construire, selon le DTU 31.1,
pour tout ce qui est charpente bois en rez-de-chaussée, plus 3, plus comble aménagé. Donc ça, c'était vraiment, d'un point de vue, on va dire, assurantiel et cadre normatif pour la construction en béton de chanvre. Et il y a également quelques points clés qui permettent de faciliter, on va dire, l'assurabilité des projets, qui sont les suivants. Ça va être utiliser une chaîne vote labellisée chambre bâtiment. Donc, c'est vraiment les différents points que j'ai définis lorsque je vous ai présenté la chaîne vote à partir de chambre. Donc, il y a ces différents points, donc la densité, la granulométrie. Vous retrouverez les petits macarons sur les sacs de chaîne vote. S'assurer que le couple chambre et chaud est bien un couple validé par l'association Construire en Chambre, donc qui édite en fait sur son site internet la liste des liants et des chaînes vote qui ont été testés par des laboratoires extérieurs et dont les performances ont été vérifiées et attestées par l'association Construire en Chambre. Il faut également bien sûr respecter les règles professionnelles, éditées donc toujours par Construire en Chambre, qui va être vraiment gage de la qualité de construction et de la durabilité de vos ouvrages. Enfin, choisir un professionnel qui a reçu une formation certifiante dans le cadre de la mise en œuvre des solutions chaud-chambre. Et pour ceux que ça intéresserait d'aller plus loin que les 30 minutes de ce webinaire, parce que malheureusement, je ne pourrais pas parler de toutes les situations, sachez que Saint-Astier est également un centre de formation certifié Calliope et délivre des formations sur, je pense que c'est 3 jours, ou je ne sais plus si c'est 3 jours ou 4 jours, 3 jours, en béton de chanvre, donc à la fois pour les artisans et également pour les maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études. Également, dans le cadre réglementaire, un aspect important, et j'aime bien commencer par celui-là, c'est les propriétés de réaction et de résistance au feu. Parce que c'est vrai qu'on parle de matériaux biosourcés, avec un élément qui pourrait faire penser à des copeaux de bois qui intègrent l'isolation de ces bâtiments, et on pourrait se demander quid de la résistance et de la réaction au feu de ces bâtiments. Bah, en fait, on peut arrêter de suite. En fait, on n'a vraiment aucun problème en fait, de réaction ou de résistance au feu avec le béton de chanvre. Ils ont été caractérisés à la fois par plusieurs laboratoires. La réaction au feu par le FCBA, donc à Bordeaux, qui a catégorisé les enduits chaud-chanvre comme étant A2S1D0. Les bétons de chanvre sont BS1D0. Donc, c'est des matériaux qui sont vraiment très faiblement combustibles pour les bétons de chanvre, voire quasi incombustibles même pour les enduits. Avec pas de fumée en fait qui se dégage lors de la combustion, ni de gouttelettes ou de débris enflammés qui vont tomber lors de l'incendie. Dans le cadre de la photo, et pour rassurer ceux qui pourraient être inquiétés, il s'agit vraiment d'un essai qui est présenté, un essai de propagation de flammes sur feu réel entre 2 étages, où on vient regarder comment est-ce que le feu se propage à l'intérieur d'une façade et par les menuiseries, et voir combien de temps cela laisse pour pouvoir évacuer correctement et sécuriser les personnes qui s'y trouvent. Dans le cadre de cet essai, donc l'essai Les Pierres 2, pour propagation d'incendie entre 2 étages, la non-propagation du feu a été démontrée pendant 60 minutes et la façade était vraiment, à la fin de l'essai, toujours debout et entièrement non consumée par l'incendie qui avait été déclenché au rez-de-chaussée. Également, là, excusez-moi, là, c'était du coup, c'était sur un mob ou c'était sur en ossature à l'intérieur, c'était quoi? C'était en mob et je répondrai aux questions à la fin de la présentation. Ah, excusez-moi. Le béton de chanvre est classé du coup EI 240, donc étanchéité isolation 240 minutes. Donc en réglementation résistance au feu, on peut classer les bétons en REI, donc résistance, étanchéité, isolation. Là, on est sur un matériau qui n'est pas structurel, puisque c'est l'ossature qui va permettre la résistance du matériau, mais on peut être EI, donc étanchéité, isolation, pendant 240 minutes, donc 4 heures pendant lesquelles il n'y a pas de propagation en fait, de chaleur de l'autre côté de la façade ni de flamme. Donc vraiment un très bon comportement au feu pour ce type de matériaux, et c'est vraiment une caractéristique importante dans la construction, y compris quand on va commencer à monter sur des hauteurs beaucoup plus importantes. Et c'est ce paramètre aussi qui a permis d'aller sur des hauteurs aussi importantes que 28 mètres dans le cadre des façades ossature bois. En ce qui concerne la mise en œuvre, alors je vais partir de la mise en œuvre la plus simple en fait, où il faut juste une bétonnière et à la limite des panneaux en fait de bois pour constituer les banches. Donc ça peut être vraiment réalisé par tout le monde à la bétonnière, donc en mélangeant
la chaux et l'eau, puis en ajoutant après la chaîne-vote pour réaliser son béton de chanvre, et en venant déverser après entre deux banches, en fait, ou entre le fond de coffrage contreventant, par exemple, dans le cas de cette photo en OSB, et une planche de coffrage par l'avant. On vient déverser le béton de chanvre, juste le stabiliser au niveau des points durs, des points singuliers, pour qu'il accroche bien au niveau en fait des lithos. Et ensuite, on peut venir décoffrer quasi immédiatement en fait notre béton de chanvre, puisqu'il va vraiment en fait figer totalement et se tenir par lui-même. Donc, ce qui permet vraiment d'avoir des cadences au niveau de réalisation qui vont être très importantes. Si on vient sur des techniques qui vont commencer à permettre d'aller sur des volumes beaucoup plus importants pour pouvoir construire en fait des chantiers toujours plus volumineux, on a une technique maintenant de projection mécanique, donc différents fabricants sur le marché. Vous allez pouvoir utiliser le combiné du maçon, donc machine 3CM, des machines également Euromer avec des lances qui vont être différentes, des applications qui vont être différentes en fonction des chantiers et des usages en fait de chaque artisan et de leurs habitudes de travail. Donc là, on a vraiment une projection sur une ossature bois. Là, on est sur un doublage en fait sur un mur en pierre. Là, c'est de la canisse de roseau. Il y a vraiment différentes applications qui peuvent être réalisées. Donc, on a une cardeuse d'un côté, donc qui va souffler la chaîne-vote à sec dans le tuyau là en fait, le gros tuyau que vous voyez, et la barotine, donc le lait de chaud, chaud plus eau, qui est pulvérisé en sortie de lance et qui vient rencontrer en fait la chaîne-vote quand ça entre la lance et le mur, et va permettre d'être bien enrobé et d'être bien plaqué en fait sur le mur pour avoir vraiment le bon dosage au niveau liant chaîne-vote. De plus en plus de chantiers, des volumes qui grandissent et également une industrialisation qui est en cours au niveau de ce process. Donc, il y a également des panneaux maintenant préfabriqués qui sont disponibles sur le marché, qui permettent d'être livrés directement sur chantier avec des panneaux en béton de chanvre préenduits dans le cadre de ce chantier pour des applications en ossature bois, en béton de chanvre, donc vraiment sans devoir mettre en œuvre sur chantier le matériau. On retrouve également sur le marché, pour vraiment avoir l'étendue complète, des blocs préfabriqués en béton de chanvre qu'on peut venir maçonner ou non en fonction des fabricants et qui permettent également de construire différemment avec ce matériau qui commence à être vraiment employé de plus en plus pour les différentes applications et les avantages qu'il présente. Enfin, une fois qu'on avait constitué ces murs en béton de chanvre, alors que ce soit des murs qui ont été réalisés par banchage, par projection mécanique ou bien alors par préfabrication ou en utilisant des blocs, il faut bien sûr venir enduire en fait pour pouvoir terminer ces murs et protéger le béton de chanvre, notamment de l'eau liquide. Et là, on peut utiliser différentes solutions, donc à la fois des solutions traditionnelles à base de chaux naturel hydraulique, de chaux formulés, ou également d'enduits prêts à l'emploi, toujours à base de chaux, mais déjà mélangés avec du sable pour faciliter, on va dire, les chantiers au plus possible. Donc maintenant, on a vu dans quel cadre on peut construire avec ce matériau et comment le mettre en œuvre, en tout cas dans les grandes lignes. On va passer, on va dire, les 10 dernières minutes maintenant à regarder un petit peu quels sont les avantages d'un point de vue technique de ce matériau, avec un petit focus à la fois sur la thermique et également sur le comportement Y, en fait, donc de la vapeur d'eau dans ce matériau. Alors, quels sont les avantages techniques de façon, on va dire, un petit peu transversale au niveau des bétons de chanvre? Alors, le premier avantage technique, ça va vraiment être la densité de ce matériau. On pourrait se dire, c'est un matériau dense, donc c'est un moins bon isolant. En fait, il s'avère que sa densité, c'est un excellent compromis entre une bonne isolation et une inertie thermique importante. Donc, on a à la fois un matériau qui va être capable d'emmagasiner de la chaleur, éviter qu'un front de chaleur pénètre trop rapidement dans une maison, mais également quand même d'avoir une isolation qui est suffisante, pertinente, y compris au regard de la dernière réglementation environnementale RE2020. De plus, et je l'ai déjà évoqué lorsque j'ai parlé du chanvre, ça constitue un stockage en fait de CO2 qui va être très important. Donc, on va vraiment venir séquestrer du carbone biogénique de façon durable dans les murs des maisons. Et ça, c'est un deuxième en fait avantage technique lié
aux chambres, qui va permettre de vraiment venir stocker du carbone dans les murs que l'on construit. C'est également un matériau qui est très résistant. Alors, il n'est pas structurel, mais il est suffisamment résistant pour supporter des enduits. C'est un matériau qui va être stable dans le temps, qui est résistant au feu, je l'ai dit, et avec un petit peu plus d'une quarantaine d'années de retour d'expérience sur ce matériau, puisque je l'ai illustré sur la photo de droite. Vous verrez la première maison en béton de chambre qui a été réalisée par Charles Rasetti en 86. Alors, c'est la version, on va dire, moderne des torchis traditionnels, mais c'est vraiment à partir du mélange chaud et chambre. C'est une des premières maisons qu'on a pu constater. D'un point de vue purement technique, en termes d'isolation thermique, c'est vraiment garantir une qualité de confort aux occupants, été comme hiver, par ses propriétés thermiques que je vais développer juste après, et notamment une propriété très importante qui va être l'amortissement et qui va permettre une stabilité des températures intérieures au sein des habitations isolées en béton de chambre. Également qui participe au confort, ça va être la régulation hydrique, puisque le matériau est parfaitement perméable à la vapeur d'eau. En terminant par un enduit chaud, on garde cette capacité de perméabilité, et c'est très important puisque c'est un matériau biosourcé, de ne pas bloquer la vapeur d'eau. Et on a une capacité d'échange importante au niveau de la chaîne VOT qui va permettre de constituer une très bonne régulation au niveau du bâtiment. Juste deux grandeurs, qu'on puisse parler toute la même langue au niveau de ces matériaux. Tout d'abord, le lambda, donc c'est la conductivité thermique, c'est une capacité intrinsèque du matériau qui correspond à la capacité du matériau à transmettre sa chaleur par conduction. Donc, le lambda, c'est vraiment la propriété, quelle que soit au final l'épaisseur, la forme, ça n'en tient pas compte, c'est vraiment la propriété en tant que telle du matériau. Et plus le lambda est faible, plus le matériau est isolant. Au contraire, la valeur de R, c'est la résistance thermique, donc c'est l'épaisseur du matériau divisé par le lambda, la conductivité thermique, et lui, plus il est élevé, plus la paroi est isolante. Et c'est la même grandeur qui est derrière, puisque c'est juste l'épaisseur divisée par le lambda. Donc si on regarde un petit peu les performances des bétons de chambre, on a des densités qui sont faibles au regard de matériaux qui sont beaucoup plus lourds, mais quand même élevés par rapport à d'autres matériaux d'isolation. Je vous le disais, c'est le bon compromis entre les deux. Un matériau qui est faiblement résistant, mais suffisant pour pouvoir se tenir et supporter des enduits. Une conductivité thermique qui en fait un isolant thermique, donc 0,064 watts par mètre Kelvin, qui est la valeur du lambda du bâti-chambre, de béton de chambre avec du bâti-chambre Isol+, et un coefficient de diffusion, de résistance à la diffusion de vapeur d'eau compris entre 5 et 10. Donc j'ai mis dans le tableau quelques valeurs en fait, de R en fait, pour avoir un ordre de grandeur. On voit par exemple pour 30 cm de béton de chambre, on atteint des valeurs qui vont être supérieures à 4 en termes de R, qui sont parfaitement pertinentes par rapport à la réglementation environnementale. Si on regarde un petit peu en termes de confort d'été, et notamment en termes de déphasage et d'amortissement, on se rend compte en comparant un petit peu ces deux cartes entre les années, on va dire, pré-2005 et le scénario pour 2070 à 2100, on voit qu'il va y avoir une grande élévation en fait, du nombre de jours qui vont être supérieurs à 25 degrés, donc des épisodes de canicule beaucoup plus nombreux, avec des intensités de ces vagues de chaleur qui vont être également de plus en plus importantes. Ça me permet d'introduire cette notion de confort d'été, qui commence à être abordé, mais pas assez à mon sens, et qui devrait être développé encore plus dans les prochaines années. Et ça va être très important de regarder un petit peu comment ça se comporte, ces matériaux, lorsque les températures sont très élevées pendant plusieurs jours. Donc juste d'un point de vue didactique, j'aime bien utiliser cette comparaison. On va regarder différents matériaux, comment ils se comportent un petit peu justement au cours d'une journée. Donc là, c'est des courbes en fait en fonction. On va regarder la température en ordonnée et en abscisse, on a ici là du coup les heures de la journée. Donc par exemple ici c'est 15 heures, puis après ça va être 18 heures, 20 heures. Donc vous voyez, c'est la température qui descend la nuit et qui va remonter en fait du coup pendant la journée. Donc pic de l'après-midi, c'est là où le moment il va faire le plus chaud, donc 35 degrés dans ce cas-là. Donc ça, c'est la courbe rouge, c'est la température extérieure, et la courbe bleue, c'est la température intérieure. Et on voit deux choses sur cette différence de courbe, c'est qu'on a un décalage du pic dans le temps, donc ça, c'est la notion de déphasage, c'est qu'il ne va pas faire aussi chaud à l'intérieur au plus haut
qu'à l'extérieur, donc heureusement, puisque ça permet de décaler un petit peu le pic, et on voit qu'il est un petit peu moins important, et cette deuxième grandeur, c'est l'amortissement, c'est le fait que le mur arrive quand même à absorber une partie de la chaleur, ne pas tout recracher en fait côté intérieur, et c'est ces deux notions en fait qui nous ont intéressés pour comparer les matériaux. Donc si on regarde un petit peu les matériaux, on va avoir d'un côté ici là, un béton de chanvre, donc 20 cm de béton de chanvre qui permettent d'avoir une résistance thermique à une valeur de R égale à 3. Et on voit que sur une température au cours d'une journée, jour-nuit, élévation puis diminution de la température, on a un très bon en fait, déphasage autour de 12 heures et un amortissement quand même très fort puisque la température ne dépasse pas 25 degrés à l'intérieur. C'est vraiment didactique, c'est uniquement l'isolant. On n'est pas en train de regarder la paroi complète, puisqu'en tenant compte de la paroi complète, on aurait bien sûr de l'inertie également par l'enduit, par la maçonnerie si on est en doublage, ou la pierre. Donc là, on regarde juste les isolants, mais ça permet de comparer ce qui est comparable également. Donc d'un autre côté, on va prendre un isolant équivalent en termes de R, bien connu malheureusement, la laine de verre, là, il nous suffit d'avoir 12 cm de laine de verre pour avoir un R équivalent, même meilleur, en fait, puisqu'on est à 3,6 en termes de R. Et là, vous allez me dire, du coup, la laine de verre, on en met moins, et en plus, on a une meilleure isolation. Alors, je vais vous dire, on a un meilleur R, mais on n'a pas une meilleure isolation. Parce que si maintenant on regarde justement l'évolution de la température de surface au cours de la journée, on a la même courbe de température à l'extérieur, mais par contre, côté intérieur, on voit que ce matériau-là n'a pas de déphasage et ne présente pas en fait les propriétés d'amortissement, puisque ce n'est pas du tout un matériau qui va être dense et qui va permettre d'emmagasiner justement la chaleur. Il va au contraire, en fait, quand il le traverse, il va pouvoir en fait le retrouver exactement à l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est très important quand on compare deux matériaux de les comparer en fait sur l'ensemble en fait de leur qualité et pas uniquement sur les valeurs en fait de résistance thermique. Et si on voulait avoir un comportement similaire en termes de déphasage et d'amortissement, il faudrait mettre 70 cm de laine de verre et on comprend bien à quel point c'est aberrant. Ce serait pareil si on avait un panneau de polystyrène extrudé, où on retrouverait un comportement similaire à celui qu'on vient de voir en fait, pour la laine de verre, où on voit qu'on n'a pas de déphasage et peu d'amortissement, et qu'il faudrait également des épaisseurs très importantes pour pouvoir avoir des comportements similaires à ce qui est permis avec 20 cm de béton de chanvre. Alors, ça, c'était des simulations thermiques. Maintenant, si on s'intéresse réellement à du bâti et qu'on voit sur du bâti ancien, comment ça se comporte, par exemple, sur une façade en pan de bois avec un remplissage brique. Donc, dans le cas présent de cette façade, qui est dans le centre-ville de Cahors, on avait un mur en briques avec un enduit chaud qui se comportait ainsi. Donc là, les températures extérieures sont en bleu, donc c'est le contraire de tout à l'heure, désolé. Donc avec des pics de température très élevés, puisque 40 degrés sur le premier jour, 42 degrés sur le deuxième jour, 34 degrés sur le jour suivant. Donc vraiment des épisodes de canicule très importants, avec une température qui redescend à peine en dessous des 20 degrés pendant la nuit. Et on peut le voir, la température intérieure qui est très inconfortable, puisqu'il faisait 31 degrés, 32 degrés, 30 degrés dans ces logements côté intérieur. Vraiment un logement inconfortable par rapport à la température. Une proposition a été faite de doublage en chaud-chambre de 10 cm avec du coup un autre enduit chaud par-dessus. Ils étaient de bonne qualité, les enduits chauds, ils n'ont pas eu besoin d'être piqués pour réaliser le doublage en chaud-chambre. Et si on regarde exactement le comportement du coup après doublage, on s'aperçoit qu'on a totalement amorti en fait les pics de température côté intérieur et on a un maintien relativement stable de la température entre 23 et 24 degrés côté intérieur, ce qui devient de suite beaucoup plus confortable. Ça, c'était pour la partie thermique. Et maintenant, je vais terminer cette présentation avec quelques éléments concernant la régulation Y. Donc, c'est vrai dans le bâti ancien, mais c'est vrai dans n'importe quel bâtiment, encore plus en biosourcé. Il faut faire très attention à la circulation de l'eau sous forme de vapeur et sous forme liquide dans notre paroi. Pour le bâti ancien, on va vraiment essayer de laisser circuler cette vapeur d'eau. On va éviter la formation de points de rosée. Donc, il faut vraiment faire attention au type d'enduit qu'on va utiliser, donc pas d'enduit ciment ou hydrofugé. Attention à l'imperméabilisation en pied de mur, pas de polyane, pas de pare-vapeur, éviter l'utilisation d'isolants pétro-sourcés qui vont venir bloquer en fait la vapeur d'eau dans la paroi. L'idée, c'est vraiment de pouvoir de la laisser circuler pour pas qu'elle se retrouve bloquée et ensuite qu'un isolant se charge, il sera beaucoup moins efficace d'un point de vue thermique. Alors, ce qui est intéressant, et je crois que c'est une de mes dernières slides pour aujourd'hui, c'est vraiment le comportement Y. Avec le béton de chambre, on a un phénomène de changement de phase qui se déroule dans la paroi.
Si on compare juste 3 murs, un mur en briques, un mur en béton cellulaire, un mur en béton de chanvre, ils ont été choisis parce qu'ils avaient du coup des valeurs en termes de lambda relativement similaires, et on vient du coup leur imposer en fait un seuil en fait en termes de température. Donc il passe en fait de 10 degrés à 40 degrés, et on regarde comment est-ce que la chaleur se propage au sein du mur. Et on voit que les courbes rouges et les courbes noires, en fait, à partir du moment où elles sont soumises à 40 degrés, la température évolue, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, jusqu'à ce qu'on diminue la température à 20, et auquel cas elle va de nouveau réduire. Et alors, autant les deux murs, briques et Cyporex, vont avoir une augmentation croissante de la température, autant on voit que le mur en béton de chambre en verre, à un moment donné, il y a une phase de plateau qui se crée au sein de la paroi. Et s'il y a une phase de plateau, ça veut dire qu'il y a un changement de phase. C'est exactement pareil qui se passe quand on met une casserole d'eau à bouillir, où l'eau elle va augmenter en termes de température, elle va arriver à 100 degrés, et ensuite elle va rester à 100 degrés jusqu'à ce que toute l'eau soit évaporée. Un plateau, en termes de thermique, là, c'est vraiment un changement de phase qui se passe dans le matériau et qui permet en fait de maintenir un plateau en termes de température. Et ça, c'est un élément qui est très important. Qu'est-ce qui va se passer? En été, on va consommer de la chaleur par évaporation en fait de l'eau liquide sous forme du coup d'eau vapeur, et ça va permettre en fait de réduire la chaleur qui traverse le mur. On va consommer les calories qui vont traverser le mur, donc l'intérieur va rester plus frais, et en plus ça va stabiliser l'humidité relative. En hiver, c'est le phénomène inverse qui va se passer. On va condenser la vapeur d'eau sous forme liquide dans la paroi, et ça va permettre au chaud en fait de rester du coup à l'intérieur, et également de stabiliser cette humidité. Enfin, en termes de confort thermique, il y a une notion qui est importante, c'est la température de paroi qui va être différente de la température en fait ambiante, et qui va créer en fait la moyenne des deux, qui est la température ressentie. Donc c'est vraiment la moyenne entre votre température de paroi, votre température ambiante. Et ça, c'est un élément aussi qui est très important. Et avec du béton de chanvre et des matériaux biosourcés, même de façon générale, on va pouvoir augmenter fortement la température de paroi et jouer sur la notion en fait d'effusivité, qui est la capacité du matériau à échanger rapidement ou non la chaleur. C'est vraiment la différence entre une cuillère en métal et une cuillère en bois. Elles sont toutes les deux à la même température dans la pièce. Vous touchez la cuillère en métal, elle vous paraît plus froide que la cuillère en bois. C'est sur cet élément-là en fait qu'on joue quand on parle d'effusivité. Et les enduits chauds chanvre et le béton de chanvre, c'est un matériau qui est faiblement effusif et qui va créer en fait une paroi chaude, enfin en tout cas une sensation de paroi chaude, et qui va permettre d'avoir une température ressentie qui va être plus élevée. Et alors ça peut avoir deux aspects, c'est on peut avoir une température au final dans la maison qui va être moins élevée tout en te sentant très bien, ou alors au contraire réduire en fait sa facture de chauffage, ou au contraire pouvoir avoir une sensation de chaleur un petit peu plus importante. Voilà pour ce qui est des principaux éléments sur le béton de chanvre. Donc, on a vu que c'était un matériau biosourcé constitué de chanvre et de chaux qu'on pouvait mettre en œuvre de façon différente sur chantier, que ce soit par branchage, par projection, et qui conférait à la paroi des propriétés très intéressantes en termes d'isolation thermique, en termes d'amortissement pour un confort d'été excellent, et également une régulation hydrique, donc avoir une humidité relative dans sa maison qui est stabilisée et qui constitue également un élément de confort. Merci beaucoup de votre attention pour ce premier webinaire, et je vais maintenant pouvoir répondre à toutes vos questions. Bernard, tu as déjà des questions dans le chat si tu veux les remonter. Alors, ce que je vais faire, c'est que alors pour que ce ne soit pas incompréhensible, je vais demander aux personnes qui ont des questions de simplement lever la main. Il y a la petite touche lever la main. Et on va d'abord répondre aux questions qui ont été posées dans le chat, et je répondrai ensuite aux personnes du coup, qui ont levé la main dans l'ordre auquel ça apparaît sur l'écran. Je t'écoute, Pénélope, du coup, pour les questions du chat. Alors, on avait tout d'abord Pierre qui demande 15 tonnes de CO2 par hectare. C'est la tige plus les feuilles qui retournent au sol. Si oui, combien représente la tige? Alors, la tige, ça va constituer à peu près quasiment la moitié au final du volume
en termes de masse au niveau d'une tige de chanvre, mais il faut savoir quand même qu'on valorise quand même une grande partie de la plante, puisque la fibre n'est pas remise en fait au champ, on va la valoriser dans d'autres applications, donc à la fois en textile, en plasturgie, et toute la plante est utilisée en fait dans le cadre du champ, puisqu'on peut aussi valoriser les graines pour l'alimentation humaine et animale, pour faire des huiles. Donc vraiment, on va utiliser l'ensemble de la plante. Ensuite, on avait une question. Quelle épaisseur pour le béton de chanvre en réhabilitation côté intérieur est possible de l'appliquer en extérieur? Alors, dans le cadre des règles pro, si on est sur un doublage, on partira sur un doublage plutôt intérieur pour bénéficier de toutes les propriétés du béton de chanvre. Je parlais de l'effusivité en fin de présentation. Donc, en doublage intérieur, on peut aller jusqu'à des épaisseurs importantes. L'idée, c'est pas non plus de perdre trop de surface. On voit vraiment, on va dire, des performances en béton de chanvre. On va considérer qu'il faut au moins avoir une dizaine de centimètres. On va être bien. On peut aller jusqu'à une vingtaine de centimètres en termes de doublage. Après, on peut construire des murs pleins en béton de chanvre qui peuvent faire 30-35 centimètres de béton de chanvre. Et il faudra juste veiller dans les deux cas à avoir des ossatures de renfort secondaire pour pouvoir aller sur ce type d'épaisseur. Où passer la certification ProChanvre en région Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, il y a de nombreux centres en fait, de formation qui vont pouvoir proposer, on va dire un petit peu partout en France, ce type de formation. Et il est également possible d'être formé soit à Saint-Astier, soit en formation déportée, puisqu'on assure aussi ce type de prestations. S'il y a suffisamment de participants, on peut également venir du coup se déplacer pour réaliser les formations. Donc, ce qu'on fera, c'est que on pourra, la personne qui a posé la question, on rapprochera du centre de formation pour vous conseiller par rapport en termes de votre localité, quel est le plus proche centre de formation pour pouvoir suivre la formation prochaine. Sur quel site peut-on récupérer ces documents, à savoir donc PV-feu thermique? Alors, pour tout ce qui est documents techniques de mise en œuvre, vous pourrez y accéder sur le site de Saint-Astier. Donc, on pourra mettre le lien en fait dans la conversation de cette réunion. Vous retrouverez en bas du site, il y a un onglet Documents Tech où vous retrouverez l'ensemble en fait des documents techniques de mise en œuvre. Vous pouvez aussi chercher du coup les fiches techniques en tapant le nom des produits. Pour ce qui est après des documents génériques, il y en a quelques-uns aussi sur le site de Construire en Chambre, donc l'Association nationale Construire en Chambre, et également pour les rapports, on va dire, d'essai, n'hésitez pas en fait à nous contacter. On peut également remettre en fait les rapports d'essai, notamment pour tout ce qui est PV-feu. Alors Inès qui demande, peut-on faire un enduit de finition uniquement en terre après un enduit de corps chaud-chanvre, ou bien faut-il faire un enduit de finition chaud-terre? Alors, on est sur des applications qui vont être moins documentées. Ce qui est parfaitement maîtrisé et encadré par les règles pro, ça va vraiment être d'abord son isolant chaud-chanvre et ensuite une finition à base de chaux. Les finitions à base de terre, ça se fait, mais ce n'est pas encadré dans le cadre des règles professionnelles, pour l'instant en tout cas. Quid si on applique cette solution en intérieur pour fixer des meubles ou autres, sachant que le support est constitué de pierre et terre, entre parenthèses, pisé? Ouais, on est sur une application, une fois de plus, qui est parfaitement compatible. Le béton de chambre, ça va vraiment être le meilleur isolant, par exemple, pour le pisé. C'est un des rares, justement, à être parfaitement compatible avec ce support-là. Dans le cas du pisé, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir une ossature secondaire, dans ce cas-là, en bois, pour venir se fixer, en fait, sur ces renforts bois, surtout qu'il y a les éléments, en fait, qui vont être les plus lourds, quoi. Ensuite, Ameline qui demande, peut-on avoir des notions de coût? Est-il possible de visiter les carrières de Saint-Astier? Alors, pour la visite, si je prends la question à l'envers, c'est possible de visiter. L'été, il y a des créneaux de visite qui sont
organisé par le syndicat d'initiative ou quelque chose comme ça, je pense. Oui, l'Office de tourisme de L'Office de Saint-Astier. tourisme de Saint-Astier, pardon, qui permet de réaliser en fait des visites encadrées, commentées. Vous pouvez du coup visiter la carrière, le process de fabrication au niveau de la chaux. Donc c'est très intéressant, je vous invite à y participer. Maintenant, si vous êtes professionnel du bâtiment, vous pouvez également vous rapprocher de votre responsable technique commerciaux local qui organise aussi régulièrement en fait, des visites dans le cadre de visites, on va dire, professionnelles pour les acteurs de la construction. Et la deuxième partie de la question, pardon, Pénélope. Oui, c'était peut-on avoir des notions de coût? Ah oui, alors sur les notions de coût, ça va dépendre vraiment du type d'application, de si on est en manuel ou en projection mécanique, de qui l'applique, de la taille de l'entreprise. Moi, je ne pourrais pas vous donner des notions de coût, mais pareil, je vous invite à vous rapprocher en fait des responsables technico-commerciaux à l'échelle, on va dire, locale, qui auront vraiment toutes les infos sur les conseils en termes de coût, où trouver, on va dire, ces produits auprès des négoces. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher après au niveau des responsables techniques et commerciaux. Comment Et se juste, comporte... attends, je te coupe, pardon, Pénélope, mais les contacts au niveau des responsables techniques commerciaux, vous verrez sur le site internet, tout en bas, pareil, il y a une petite carte contact et vous pouvez cliquer sur votre département, votre région, et ça vous dira en fait quelles sont les coordonnées en fait du responsable technique et commercial. Ouais, je viens également de mettre le lien, voilà, oui, parfait, en complément. Voilà, vous avez le PDF et vous avez le numéro de chaque responsable dans votre région que vous pouvez totalement appeler pour n'importe quelle question, projet que vous avez. On continue sur les questions. Comment se comportent les armatures acier dans le béton de chanvre? Est-ce nécessaire d'en mettre en place dans le tableau? Alors non, il faut pas mettre d'armature en fait dans le béton de chanvre. C'est inutile et puis même c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est proscrit en fait vraiment c'est proscrit de faire une armature en acier dans un béton de chanvre. Fin de vie du béton de chanvre, quid du recyclage? Oui, du recyclage, c'est une grosse question. En fait, on est en train d'étudier de façon très approfondie avec l'ensemble de la filière la notion de recyclage, puisqu'il y a vraiment cette partie-là à réaliser. Ce n'est pas une problématique actuellement où on en est conscient qu'il faut en tenir compte. L'idée et les pistes qui ont été envisagées, c'est vraiment de pouvoir venir récupérer du béton de chanvre, par exemple pour le rebroyer et qui pourrait reconstituer en fait d'autres bétons de chanvre. Par exemple, c'est la piste, on va dire, qui va être privilégiée. Une autre piste possible, ce serait la méthanisation, puisqu'ils recherchent en méthanisation à la fois quelque chose qui va être basique en termes de pH et avoir de la matière organique pour pouvoir produire du méthane. C'est, on va dire, les deux voies en fait, de valorisation en fin de vie qui sont à l'étude actuellement pour le béton de chanvre. Qu'en est-il de l'application en extérieur? L'application en extérieur est possible. En fait, le béton de chanvre, on va venir enrober les particules végétales de chaux. Cet enrobage va venir protéger en fait la particule, mais il faut quand même réaliser un enduit chaussable qui va vraiment constituer la meilleure protection à l'eau liquide et venir assurer la pérennité en fait de cet ouvrage. Quelques blocages des bureaux de contrôle pour isolation extérieure sur pan de bois, que faire? Alors, on rencontre encore quelques blocages, donc on travaille avec de nombreux bureaux de contrôle. Si jamais vous rencontrez un blocage, pareil, n'hésitez pas en fait à nous contacter parce qu'on est régulièrement en fait justement en discussion avec les bureaux de contrôle. Donc, si on est dans le cadre des règles pro, en théorie, ça doit pouvoir se fluidifier. En fonction des chantiers, il y a besoin d'argumenter un petit peu plus pour démontrer en fait que c'est pas dangereux, en fait, que vraiment qu'il n'y a pas de problématiques en fait qui sont associées. Mais on peut vraiment essayer de vous épauler en fait dans ces chantiers, puisqu'on a quand même un retour d'expérience qui est très important et qui montre en fait qu'il n'y a pas de sinistre en fait associé à ce type de construction. Pour un usage en cloison, est-ce possible? Et quel type d'ossature dans ce cas? Alors, pour un usage en cloison, c'est possible. On peut faire des cloisons en béton de chanvre. Il faudra une ossature du coup secondaire. Donc là, il faudra au moins faire des parois de 10, je pense, avec ossature bois et venir, par exemple, ensuite utiliser une plaque de fermacelle, un enduit, en fait, pour pouvoir venir protéger le béton de chanvre et créer aussi un système masse ressort masse pour avoir vraiment une excellente absorption acoustique au niveau de la cloison.
Quel est le comportement du béton de chanvre en doublage intérieur avec des remontées capillaires importantes? Alors, point de vigilance quand même, c'est que on est sur un bâti ancien, on a une présence de remontée capillaire, il faut absolument résoudre ce problème de remontée capillaire avant de venir faire un doublage. Ça vaut pour du béton de chanvre, ça vaut pour n'importe quelle isolation en fait. C'est pas parce que c'est une laine minérale que ça résistera mieux en fait à l'eau. Une laine minérale, une fois qu'elle est chargée d'eau, elle assure plus du tout en fait son isolation. Donc c'est très important de régler d'abord le problème de capillarité, c'est de déterminer d'où est-ce que ça vient, est-ce que c'est des eaux en fait d'infiltration, est-ce que c'est vraiment une remontée capillaire. Si c'est une remontée capillaire, étudier en fait le front de remontée capillaire pour commencer le béton de champ au-dessus en fait du front de remontée capillaire. Mais surtout, ne pas bloquer l'eau en fait dans la paroi et bien la laisser sortir. Donc, s'il y a remontée capillaire avec l'efflorescence, on peut faire un soubassement avec un mortier d'assainissement comme du Sanimur qui va permettre de vraiment venir capter les efflorescences et permettre en fait à l'eau de s'évacuer en pied de mur. Et on commence son isolation en béton de chanvre au-dessus. Comment prévoir le passage des réseaux, électricité et plomberie dans une paroi chaud-chanvre? Alors, il faut prévoir tous les passages de réseau avant de construire et avant pardon, de faire l'application du béton de chanvre. Donc, on travaille à l'envers par rapport à une application, on va dire, traditionnelle. Il faut vraiment que l'électricien, le plombier, tous les corps d'État en fait, soient passés et passer tout leur réseau. Et après, on vient faire son doublage en chaud-chambre. On peut les réaliser a posteriori. Ça reste plus compliqué puisqu'il faut venir en fait disquer le matériau pour pouvoir renoyer en fait les réseaux. Le mieux, c'est de les passer avant. Est-ce que le béton de chanvre a des temps de séchage longs? Est-il nécessaire de mettre en place des déshumidificateurs pour poursuivre l'avancement du chantier? Alors, le séchage du béton de champ est en effet un point en fait, qui va être très important et avec une point de vigilance à respecter. Le séchage va vraiment dépendre en fait, des conditions climatiques, de si on réalise en fait, son béton de champ en automne, il vaut mieux éviter quand il fait trop froid quand même, ou en été, en plein été, quand il commence à faire très chaud. En fonction des conditions climatiques de votre région, ça peut être nécessaire au-delà de la ventilation, d'ajouter en fait des systèmes de déshumidification ou de chauffage pour permettre vraiment le séchage suffisant en fait du matériau, et surtout veiller à bien respecter en fait un temps de séchage suffisant avant de réaliser en fait les applications de finition. Alors, on peut prendre maintenant les personnes qui ont levé la main, si vous voulez bien ouvrir votre micro. Peut-être qu'on commence par Laure, je crois. Merci, bonjour. Oui, moi j'ai une maison très ancienne à rénover, qui est en pan de bois, style alsacien, style alsacien. J'en ai une autre qui est aussi en style normand. Je voulais savoir s'il y avait des sites spécialisés pour nous conseiller, parce que j'ai du mal à trouver et des entreprises et des personnes qui puissent me conseiller sur ces techniques plus traditionnelles. Et j'ai un autre souci, c'est que dans celle qui est alsacienne, il y a des jolies lambris intérieures, donc je suis obligée d'intervenir par l'extérieur. Ok. Puis il y a d'autres questions qui se posent, la performance technique, thermique dont on a parlé, etc. Comment ça se passe à la jonction avec les éléments en bois? Pardon, je vais Alors, poser beaucoup de questions. plusieurs réponses. La première, on va commencer déjà par la première, où trouver en fait les informations, les contacts avec les artisans. Donc là, premier élément, vous pouvez contacter le responsable technico-commercial du coup dans votre secteur ou dans le secteur où sont les chantiers. Donc pareil, en allant sur le site, en trouvant la carte, vous cliquez et vous allez pouvoir contacter en fait du coup les responsables techniques locaux qui vont pouvoir vous conseiller sur le chantier à réaliser, sur les artisans en fait à contacter. Eux, ils ont vraiment les infos en fait au local, en fait, vraiment sur les artisans les plus proches en fait de chez vous. Vous pouvez également vous rapprocher de Maisons Paysannes de France, qui va pouvoir aussi vous fournir des conseils sur comment rénover en fait ces maisons. Pour ce qui est des pans de bois, aucune problématique en fait du béton de champ par rapport au pan de bois. Il n'y a pas de retrait en fait qui se fait au niveau en fait du matériau. C'est possible d'intervenir par l'extérieur comme par l'intérieur. Il faut juste veiller
d'un point de vue esthétique et architectural en fait à la façade. Si on est classé, non classé, ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais on est déjà intervenu sur ce type de maison en Alsace, sur des sites classés, où on est venu faire du doublage en chaux-chambre et on est venu réenduire entre les pans de bois. C'est des applications en fait qui sont réalisées. On ne peut pas faire du béton de chambre traversant, on ne peut pas avoir les pans de bois des deux côtés, mais à partir du moment où on a enrobé en fait le pan de bois d'un côté, on est bon. Est-ce que ça répond du coup à vos différentes interrogations par rapport à ce matériau? Oui. Du coup, le fait d'avoir les poutres et les poteaux apparents en façade, ça ne fragilise pas la performance, ça ne compromet pas la performance thermique et hydrique dont on a parlé. Non, il faudra assurer un bon enrobage en fait de ces pans de bois. Donc, ils peuvent, comme je vous dis, ils ne peuvent pas être visibles des deux côtés. Donc, c'est-à-dire que s'ils sont apparents côté extérieur, ça veut dire qu'il faudra du coup faire un enrobage côté intérieur. Aussi pour éviter tout ce qui est pont thermique et étanchéité à l'air. En fait, au niveau de la façade, on ne peut pas juste remplir l'intérieur des pans de bois en béton de chambre. Mais si on enrobe suffisamment les pans de bois, non, il n'y a pas de problématique. Ah d'accord, donc il faut les enrober au moins par derrière. Ok, merci Au beaucoup. moins un côté, ouais. Oui. Merci. Avec plaisir. Ensuite, on a Gilles. Si je dis Oui. pas de bêtises. Oui, bon, vous m'entendez? Je vous entends. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. Une question extrêmement rapide avant la question, c'est s'il y aura effectivement la possibilité d'avoir les slides par la suite. Et deuxième question, donc le cœur de mon sujet, on a vu qu'il y a un excellent déphasage sur ce matériau. Si on calcule en lambda, R, etc., on se dit, et qu'on veut rester dans les normes RGE, on serait avec des épaisseurs de 25-30 cm pour un mur pour dépasser les 3 et quelques qui sont requis. Mais du point de vue confort, dans une maison ancienne avec des murs en pierre traditionnelle, quelle est l'épaisseur raisonnable dont on a besoin pour avoir un bon confort thermique l'hiver et pas chauffer la planète et voilà, profiter au maximum. On entend souvent des personnes qui disent « Ah, bah, j'ai mis 6, j'ai mis 8, etc. » Quelle est la réponse de la science? Voilà. Merci pour votre retour. Alors, déjà, le replay en fait sera disponible avec les slides. Donc, l'ensemble des documents présentés seront mis à disposition. Donc, ça, c'est pour répondre à la première partie en fait de votre question. La deuxième, et c'est une question très pertinente, donc je vous remercie de l'avoir posée, parce qu'il y a en effet en fait une problématique actuelle qui est de respecter en fait ce qui est demandé par la réglementation thermique et qui va conduire en fait à des épaisseurs très importantes, qui dans le bâti ancien s'avère souvent non nécessaire en tout cas d'aller sur ce type d'épaisseur. Le fait de ne pas les respecter, c'est sûr que ça va bloquer par rapport à certains types d'aides, mais ça permet d'avoir une solution qui est pertinente et qui respecte en fait le bâti ancien. Pour ce qui est d'une isolation, on va dire, cohérente par rapport à ce type de paroi, ça demanderait une étude, on va dire, spécifique par rapport le type de pierre, le type de joint, la localisation, l'orientation, mais de façon générale, on peut voir déjà, on va dire, un effet bénéfique quand on arrive sur 10-15 cm, on a des choses qui sont très très pertinentes par rapport à un doublage sur un mur en pierre. Merci beaucoup. Plaisir. Ensuite, on a Thomas. Bonjour. Moi, j'ai juste une question. On m'a parlé sur un projet de béton de chambre en sol, comme une chape. Ça fonctionne ou pas, ça? Alors, ça fonctionne, mais la question, en fait, et je vais la déporter un petit peu plus loin, c'est que les règles professionnelles de la construction chambre ont été révisées et que l'application béton de chambre pour tout ce qui est sol, vraiment sur de l'isolation en fait, de sol, est sortie en fait, de la révision des règles professionnelles. Donc actuellement, l'application sol n'est plus encadrée par des règles professionnelles, donc on est en technique non courante pour ce type d'application. On a d'autres solutions en fait, techniques qui permettent d'avoir des solutions pertinentes par rapport à du bâti ancien, de l'isolation de sol.
Donc, je vous invite à aller voir en fait pareil sur le site, vous verrez il y a tout un onglet en fait sur le sol, sur des fiches solutions à base de béton de chaux et d'agrégats en fait minéraux ou végétaux. Par exemple, vous pouvez faire un béton de chaux avec un mélange avec du granulat de liège pour assurer en fait l'isolation de votre dalle. Parce que ce qui est de l'application béton de chanvre en sol, c'est plus encadré par les règles pro et ça n'y reviendra pas par contre. D'accord. Mais par contre, avec les autres matériaux, on est aussi en technique non courante, j'imagine. Ça reste en technique non courante, Dans tous mais les dans cas. ces cas-là, on peut fournir une préconisation en fait de chantier pour faciliter, on va dire, l'assurabilité au niveau de l'artisan qui le mettra en œuvre. D'accord. Ok, merci. Ensuite, on a Jimmy. Jimmy, je ne sais pas si vous êtes là. En tout cas, si vous parlez, on ne vous entend pas. Donc, si vous voulez poser votre question, sinon dans le chat. En attendant, on peut peut-être demander à Nathan si vous êtes là. Oui, bonjour, on m'entendait? Oui. Ouais, super. Du coup, j'ai plusieurs questions en cascade donc, sur un chantier en cours, donc un chantier public sur une école à Lyon où il y a déjà une préco de chez vous en cours. Donc, on est sur l'ancienne réglementation, donc à une école à Croix-Luisée, Villeurbanne. J'ai trois questions. Donc, c'est sur des grandes baies. On a des grosses poutres métalliques. Là-dessus, on se posait la question comment est-ce qu'on faisait l'accroche entre le béton de chanvre et de la poutre métallique? Est-ce qu'avec un ergato, un treillis, un truc comme ça, ou comment est-ce que je gérais en fait cette interface-là? Derrière, sur ce même ouvrage, on a des questions d'un point de vue feu avec le CERIB, parce qu'on arrive à voir que l'interface intérieure-extérieure, on arrive à le justifier au feu ou extérieur-intérieur, mais pas sur la composition du mur. Donc là, nous, on s'oriente plus vers un avis de chantier, mais si vous avez des ressources qui justifient que, on arrive enfin, que le béton de chanvre protège de par son volume ce qu'il y a dedans, ça, on est à la recherche de ça. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Ouais, sur les ouvrages métalliques dans le béton de chanvre. On a bien entendu les questions d'avant que tout ce qui est armature ou autre, on évite. Mais derrière, donc, sur des grosses poutres, comment est-ce qu'on les protège au feu? Est-ce qu'on peut faire un flocage? Est-ce qu'on fait une peinture intumescente? Comment est-ce qu'on peut protéger ça au feu, quoi? Voilà, c'était ces questions. Ok. Alors pour répondre à la première question, donc sur l'accroche et l'interface par rapport à des poutres métalliques, généralement, si on a des éléments qui viennent du coup en entrée comme ça du béton de champ, on va plutôt chercher à les désolidariser pour éviter en fait justement que ça soit un point de faiblesse et que ça crée de la fissuration. Donc on peut soit désolidariser à l'aide par pluie, par exemple, Ouais, un qui va géotextile ou un truc comme ça, quoi. Un truc qui fait que ça. géotextile en fait, Ouais. qui crée qui évite la liaison en fait entre les deux matériaux. Donc ça c'est le bon moyen en fait de désolidariser l'accroche en tout cas sur les éléments poutres métalliques qui pourraient venir s'insérer dans le béton de champ. Concernant Attendez, excusez-moi. Je oui. me permets de prendre la main, je travaille aussi sur le projet. Et en fait, là, le sujet étant que ce béton de chanvre doit rester accroché et pas désolidariser à la poutre parce qu'il doit nous apporter la protection au feu 30 minutes de cette poutre. En fait, on a une poutre structurelle qui se doit d'être résistante au feu 30 minutes. Et donc, le béton de chanvre doit rester accroché pendant 30 minutes sur cette poutre. Il faut qu'on trouve un moyen qui reste accroché. Et on est en cours d'avis de chantier avec Effectis sur justement ce point-là. Ok, donc dans ces cas-là, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt qu'on fasse un point vraiment séparé. Vous prenez mes coordonnées en fait par mail et on se trouve un point vraiment pour discuter des points singuliers au niveau en fait de ce chantier, pour vraiment prendre le temps au niveau du chantier de vraiment voir quelles seraient les meilleures solutions. Donc ça, franchement, à la suite du séminaire, n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit mail, on cale une date et on trouvera en fait comment résoudre justement point par point ces différentes problématiques. Ok, super. Alors, on revient à la question de Jimmy.
Il est pertinent de mettre un frein vapeur sur ossature bois si l'on veut créer un vide technique pour passer les réseaux en paroi. Il est pertinent de mettre un frein vapeur sur cette sur bois pour Si passer on les veut créer un réseaux. vide, oui, pour passer les réseaux en paroi. Sur un élément vraiment séparé dans Excellent. lequel Je me permets de compléter son intervention parce que je comprends ce qu'il y a derrière. La norme, normalement, interdit de passer les conduits électriques en arrière d'isolation parce que ça fait des courants d'air froid. Donc, c'est pour ça qu'on les place dans un doublage entre frein vapeur et une surépaisseur qu'on fait habituellement avec du placo-plâtre et la plaque de plâtre, et ce qui permet également de rendre modulaire l'installation électrique par la suite. Je pense que c'est pour ça que la question a été posée par le collègue. Ok. Alors, dans ces cas-là, si on a envie d'avoir justement, on va dire, un vide technique qui permet ensuite de passer d'autres réseaux, d'intervenir, y mettre un frein vapeur, c'est vraiment sur un élément, on va dire, séparé. Il n'y a pas de problématique. Je pense que dans ces cas-là, ce sera pertinent. Il faut toujours réfléchir, en fait, tous ces détails de points singuliers, c'est vrai, c'est vraiment après, au cas par cas en fonction des chantiers. L'idée de ne pas bloquer la vapeur d'eau, c'est sur l'ensemble d'un mur pour vraiment permettre, en fait, la libre diffusion de la vapeur d'eau. Odile, on vous écoute. Oui, bonjour. Alors moi j'envisage de poser donc ce béton de chanvre à l'étage sur donc des solives bois avec un parquet massif bois 27 mm. Et je me demandais, quand ce béton de chanvre va sécher, il va dégager beaucoup d'eau et j'ai peur que ça pourrisse le sol et la solive. Alors est-ce qu'on met un plastique au sol à cet endroit-là? Comment ça se passe? Alors, plusieurs choses. La première, je vais juste le répéter comme ça on est sûr qu'on a bien entendu, mais l'application sol en fait est plus encadrée par les règles professionnelles. Donc, il faut juste être vigilant à ce point-là. Oui, mais en fait, excusez-moi, ok, c'est pas pour mettre au sol, c'est parce que forcément, sur les 15 cm d'épaisseur, il va y avoir 15 cm qui va reposer sur le sol. Et donc, je ne sais pas si je m'explique bien en fait. C'est bien pour mettre au mur, contre un mur de pierre, mais forcément, sur 15 cm d'épaisseur, il y a 15 cm d'épaisseur qui vont reposer sur un plancher bois et sur des solives d'accord. qui sont enfoncées dans le mur en fait. Oui, ça y est, je comprends. Je n'avais pas compris la configuration chantier, vous avez bien fait de préciser. Maintenant, je visualise. Pardon, excusez-moi. Ce sera pertinent, en effet, en pied de mur, mettre un élément en fait, où en fait, il n'y aura pas de transfert en fait, d'eau. Donc, ça peut être un élément en liège, par exemple, ou quelque chose qui va venir créer en fait, un point en fait, qui va éviter l'eau de passer. Le liège, c'est pertinent. Après, ça peut être des solutions type polyade, quelque chose qui va empêcher en fait, l'eau en fait, de migrer en fait, au niveau des solides. Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a fait le tour des questions, Pénélope? Je pense, si je ne vois pas d'autres mains levées, je pense qu'on a fait le tour. On a largement dépassé le temps, mais donc merci à tous ceux qui sont restés. Et on espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Merci Bernard. Merci à tous vraiment pour votre participation. Si jamais, je vois qu'il y a des mains levées, mais je vous inviterai du coup soit à poser les questions dans la conversation et je pourrai après y répondre par la suite, ou alors n'hésitez pas en fait à m'envoyer en fait un mail et je pourrai répondre en fait aux questions a posteriori. Donc merci beaucoup de votre participation et bon après-midi à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir, bon après-midi. Merci beaucoup, Merci. à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir.